Première chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était de regarder avec vous donc le programme de la séance de la semaine, qui est par ici. On va voir tout de suite. Donc le programme de la semaine, c'est le travail sur la masse volumique. Donc j'ai donné les documents qu'on va voir aux professeurs principaux qui ont dû commencer à vous les distribuer. Et donc ces documents sont à mettre dans le classeur partie cours. Euh, dans le contenu de la séance, donc que vous trouvez sur Pronote à la date du cours, à chaque fois, vous allez donc trouver exactement la même chose que je vous voyais ici, avec le replay de la visio de la semaine dernière, avec des explications sur le pH, l'acidité, la basicité. Hein. Et donc, la première chose à faire, ça sera d'être sûr d'avoir bien corrigé tous vos exercices. Donc là, il y avait un lien vers les corrigés. Ensuite, on étudie une autre propriété de la matière. Après avoir étudié l'acidité, on va étudier ce qu'on appelle la masse volumique. Et on avait travaillé là-dessus en cinquième, pour ceux qui étaient avec moi, et on avait donc fait la mesure de la masse d'un centimètre cube de pomme de terre. Finalement, c'est ça la masse volumique, c'est la masse de 1 centimètre cube de matière. Alors le travail, ça serait d'étudier les fiches de cours. Donc vous avez les fiches de cours en lien, avec d'abord les attendus, c'est-à-dire la liste de ce qu'il faut savoir à la fin, hein, le cours lui-même, donc les tirages qui sont en distribution, et après il y a des exercices. Alors les exercices, je mets les références des exercices. Quand ils sont dans le livre scolaire, vous les trouvez. Je les mets aussi sur des documents où j'ai recopié les exercices, et je mets les corrigés. Parfois, certains me disent, mais pourquoi vous mettez les corrigés? Du coup, ça sert à quoi de faire les exercices? Le but des corrigés, c'est pas que vous commenciez tout de suite à lire le corrigé, c'est que vous essayez d'abord, avant de regarder la correction, et après, vous regardez, vous vérifiez, vous corrigez. Et si jamais vous êtes bloqué, bien sûr, là aussi, vous allez voir le corrigé. Puis, une fois que vous avez fait le travail, eh bien, vous faites des photos pour m'envoyer des preuves de votre travail. Voilà, donc les corrigés sont là. Il s'agit juste de soit vous l'utilisez en tant qu'exemple, dans ce cas vous regardez le corrigé, et après il faut essayer de les faire vous-même. C'est comme ça que vous apprenez le mieux. Mais vous savez qu'il y a toujours la possibilité de regarder la solution euh, juste après. Hein. Donc voilà le programme de la semaine. Juste pour dire, parfois certains se perdent un petit peu, parce que finalement vous avez chacun une leçon de physique qui dépend de votre emploi du temps. Hein, par exemple, le lundi matin, il y a la troisième B, la troisième C, le mardi, il y a la troisième A et la troisième E, et le vendredi, il y a la troisième D. Donc vous allez retrouver le contenu du travail dans votre cahier de texte à la date du jour de votre cours. Mais moi, je les mets au début de semaine, et vous pouvez très bien commencer avant. Euh, et quand vous regardez le travail à faire pour la semaine d'après, il faut revenir à la semaine précédente pour voir le contenu. Hein. Il faut être capable de jongler entre le travail à faire, qui est indiqué donc dans votre cahier de texte, dans le travail à faire, et le contenu du cours, qui lui se trouve toujours une semaine avant. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça. Alicia, une question? Hein. Du coup, je ne sais pas encore envoyer les exercices parce que c'est pour vendredi. Oui, normal. Mhm. Et, euh, et du coup, j'ai une question, c'est faut envoyer combien d'exercices dans chaque série? Euh, L'idée, c'est le bon entraînement, c'est de les faire tous. Oui, on vous les envoie tous ou Donc, pas? si vous avez le temps et l'envie, la motivation, hein, et c'est les faire tous, faites les photos et vous m'envoyez les photos de tous. Voilà. Après, si vous n'avez Ok. pas le temps ou pas assez envie de faire tout ça,
eh ben, vous pouvez m'envoyer moins, hein. Mais à la base, pour bien apprendre, l'idée c'est de les faire tous, essayer de les faire tous, et puis après m'envoyer les photos de tous, comme ça je vois jusqu'à quel niveau vous avez été, si vous voulez. Ok? Bon, D'accord. d'accord. Ok. Alors, donc voilà le programme pour aujourd'hui. On va voir la correction des exercices, donc que vous avez peut-être déjà rendu, ou bien que vous allez rendre, hein, ça dépend. Ceux qui ont en cours, bah, ceux qui restent à rendre normalement, sauf ceux qui sont en retard, hein, c'est ce troisième D. Donc je vais donner des explications qui vont servir à tout le monde, y compris à ceux qui ont déjà rendu l'exercice. Ça va servir à tout le monde et on va essayer d'expliquer autour de ces corrections, hein. Autour de ces corrections, on va expliquer pour bien retenir. Voilà. Bon, donc les corrections sont là. Donc premier exercice, ça concernait le pH. Et donc j'en profite pour rappeler que le pH, c'est lié à la présence des ions hydrogène. Euh, Vraiment, c'est à n'importe quel moment où vous avez une question, hein, vous levez la main, parce que pour moi, c'est très très utile d'entendre vos questions, de comprendre où vous avez besoin d'explications supplémentaires, et aussi pour ceux qui sont pas là, ça sera utile, hein. Donc n'hésitez surtout pas, dès qu'il y a un moment où vous dites ah ouais attends, là j'ai pas capté, posez la question, hein. Moi ça m'aide beaucoup. Bon donc dans cet exercice qui est vraiment simple, hein, au départ, on vous donne des informations. Et ces informations, c'est les pH du vinaigre, 2,4, de l'eau minérale, 7, et de l'eau savonneuse. Alors, le plus acide, on se rappelle que le pH le plus acide, c'est le pH le plus petit. Donc, c'est 2,4, c'est-à-dire c'est le vinaigre. Celle qui a le plus d'ions hydrogène, eh bien, c'est le vinaigre, puisque c'est le plus acide. Le plus acide et plus d'ions hydrogène, ça va ensemble. Le plus basique, c'est celui qui a le pH le plus grand, donc l'eau savonneuse, qui est là. Et donc, c'est l'eau savonneuse qui possède le plus d'ions hydroxyde. Hydroxyde, la formule, je rappelle, c'est OH-, ou bien, parfois, ça dépend des profs, hein, il y en a qui mettent H au moins dans l'autre sens. Voilà. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène et un électron en plus, hein. Alors que l'ion hydrogène, lui, c'est H+, c'est-à-dire c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Du coup, d'ailleurs, comme l'atome d'hydrogène n'a qu'un électron, il n'y a plus d'électrons du tout. Il n'y a plus que le noyau. Voilà, pour ce premier exercice. Et en dessous, vous avez donc la réponse à tout ça, ce que je viens d'expliquer, hein, pour le lire. Voilà. L'exercice d'après, c'est un exercice où il faut classer des solutions en imaginant. Ça, c'est un travail qu'on ferait si on était en classe, hein, en TP. On prendra du papier pH et puis on essaierait de classer. Donc ici, le jeu, c'est qu'il y a des couleurs qui sont indiquées et il faut trouver la valeur du pH qui correspond, hein. Donc le détartrant qui est dans le rose comme ça, hein, c'est par ici. Voilà, là. Donc ça veut dire que le pH il est très petit, donc ça serait un acide. La lessive dessous de très foncé par là, ça va être basique, hein. On sera dans les 10, 9, 10, 11 par là, hein. Le liquide vaisselle par ici, donc il est plutôt neutre, hein, c'est-à-dire pH 7. pH 7 c'est ni acide ni basique. Et puis le produit à vitre, bon, pas mal, c'est aussi basique, hein, c'est dans cette zone-là. Voilà. Donc, comment on peut, grâce à la couleur du papier pH, trouver les valeurs du pH. Et donc, est-ce qu'on a un acide, est-ce qu'on a une base, ou est-ce que c'est neutre, hein. Voilà, donc là, vous avez toutes les explications, avec le classement ensuite de celui qui est le plus acide, le plus basique, hein. Je vous laisserai regarder, hein. Je vous laisserai regarder tranquillement. Donc un exercice sur les variations de pH. Alors là, ça demande à comprendre un peu plus les choses. On a une vinaigrette. Alors pour cette vinaigrette, on met une cuillère de vinaigre de citron.
Alors, il y a 10 fois plus d'ions hydrogène que dans le vinaigre ordinaire. Donc, s'il y en a 10 fois plus, est-ce que la proportion d'ions hydrogène augmente? Ben oui, hein, la proportion d'ions hydrogène augmente puisqu'on a rajouté du vinaigre de citron qui a beaucoup d'ions hydrogène. Donc, ça augmente. Alors, si la proportion d'ions hydrogène augmente, le pH va diminuer puisque ça devient plus acide. Hein, si les H+ augmentent, la proportion d'ions hydrogène, le pH il diminue. Et donc ça devient plus acide. L'acidité augmente. Comme ça ne marche pas tout dans le même sens, parfois on est un peu perdu avec ça. Hein. Voilà. Ensuite, si on rajoute un verre d'eau, la proportion d'hydrogène dans le même volume va diminuer, puisqu'il y aura de plus en plus de molécules d'eau pour le même nombre de ions hydrogène. Et si la proportion d'ions hydrogène diminue, le pH augmente et l'acidité va diminuer. En sachant que l'acidité, elle ne pourra jamais, on va dire, s'inverser et devenir basique. On sera limité par le pH égal à 7. Parce que à pH égal à 7, il y aura le même nombre d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Voilà. Est-ce que ça va, ça c'est parfois un sujet qui pose un peu des problèmes. Non, si vous ne levez pas la main, c'est que ça va. Très bien, on continue. L'exercice d'après. Alors, vous avez des tests de présence d'ions. Pour ça, il faut utiliser un tableau qui était à la page 139. Il y a des ions fer. Il y a des ions chlorure. Fe2+, c'est les ions fer. Cl-, c'est les ions chlorure. On utilise du nitrate d'argent. On utilise de la soude. On se rappelle, parce qu'on connaît bien son cours, que le nitrate d'argent, ça permet de prouver si ça devient blanc. Si on obtient un précipité blanc, c'est-à-dire des grains solides à l'intérieur qui se forment, ça permet de savoir s'il y a des ions chlorure. Et quand on met de la soude, ça permet de savoir s'il y a des ions fer. Avec les ions fer de plus, ça deviendrait vert. Voilà. Alors, comme on vous dit qu'il y a des ions fer et des ions chlorure, quand on vous dit prévoit le résultat du test, hein, il faut dire ça devient blanc. Donc, apparition d'un précipité blanc. Le mot précipité, ça veut dire que on part de deux liquides qu'on met ensemble et ça fait des petits grains solides qui flottent, si vous voulez, dans le liquide et qui donnent la couleur blanche. Et si on met de la lumière, ce précipité blanc va noircir. Le test à la soude, donc ça vous donne un précipité vert. Alors c'est dommage, c'est des expériences qui sont sympas à faire, ça. J'avais mis des vidéos, hein, mais bon, ça aurait été mieux de les faire au collège. Et le papier pH donne une valeur de 3, donc c'est acide. Hein. Et si c'est acide, c'est qu'il y a des ions hydrogène. Voilà. Voilà ce qu'il faut être capable de faire avec ce sujet des ions et du pH, de l'acidité, qui est lié. Hein, la question de l'acidité, elle est liée à la présence des ions hydrogène. Voilà. Donc les explications. Pour une batterie de voiture, on a une substance à l'intérieur qui utilise l'acide sulfurique. Pardon. Alors, donc le pictogramme, ça veut dire qu'il est corrosif, hein, dangereux. Corrosif, danger. C'est le pictogramme officiel pour dire que ça attaque. Hein, attaque les métaux, ça attaque les mains. Donc danger. Attention. Mettre des lunettes, mettre des gants. Hein. Alors, le pH de l'acide sulfurique est-il supérieur, égal ou inférieur à 7? Comme c'est un acide, le pH est inférieur à 7. Outre les ions sulfates, puisque c'est l'acide sulfurique, quel est l'ion majoritairement présent? Comme c'est un acide, c'est l'ion hydrogène, H+, qui donne le caractère acide. Voilà. On passe à la suite.
Donc les explications sont là. Et puis vous aurez aussi la visio. Alors un problème avec... donc ça c'est typique d'un problème de brevet blanc. On vous donne plein d'informations et on vous pose une question. Hein. Ok. Et il faut trouver, en utilisant vos connaissances, ce que vous avez compris, votre savoir-faire et toutes les informations. Il faut trouver les réponses. Alors, acide sulfurique. C'est ça la question. Quels sont les ions? On raconte que le pH des lacs est inférieur à 1. Donc c'est très acide. Très acide, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ions hydrogène. Voilà. Et il y a un test qu'on n'a pas appris, hein, mais on peut parfois vous donner d'autres tests que ceux qu'on a appris, mais grâce à ce qu'on a appris, on comprend comment ils fonctionnent. On dit voilà, si on met du chlorure de barium, ça devient blanc. Alors le chlorure de barium, on regarde, eh bien il est là, hein, blanc, chlorure de barium. Ça c'est la preuve qu'il y a des ions sulfate. En gros, finalement, le lac de volcan, c'est un peu comme la batterie de la voiture. Voilà. Et ça, c'est la fin des exercices sur l'acidité. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Parce que là, on change de sujet du coup. Non, ça va. Bon, alors maintenant, je vais donc vous montrer la première fiche qui va vous être distribuée ou qui a peut-être déjà été, à mettre dans votre cahier de cours. Et donc, c'est ces fiches que j'appelle des fiches d'attendu. Ces fiches-là, elles vous permettent de voir si vous savez bien tout ce qu'il faut savoir. Hein. Donc, c'est à vous de cocher. Je sais, je suis pas sûr. Ça vous permet de pointer, ou je sais pas. Et après, bien sûr, si vous cochez je sais pas, il faut trouver un moyen de savoir. Donc, chercher dans le cours, chercher dans le livre, poser la question au prof, bref. Donc, il y a toute une liste. Hein. On va pas la lire en détail, mais c'est des choses assez simples. Et il faut qu'à chaque fois que vous voyez une entrée dans cette liste, vous pouvez vous représenter dans votre tête que vous avez cette connaissance. Voilà. Alors, simplement, je vais juste... Donc ça, c'est beaucoup de révisions. Hein. Je reviens sur l'idée de ça, ménisque. Hein. Le ménisque, c'est la surface qui est en haut d'un verre. Elle est sur les bords, elle est un peu courbée comme ça. Parce que l'eau remonte un peu. On appelle ça un ménisque. Voilà. Savoir que la masse d'un litre d'eau, ça c'est une connaissance à avoir vraiment. Hein. C'est 1 kg. Voilà, 1000 grammes. Hein. Savoir que la masse ne change pas lorsque il y a un changement d'état. Quand on passe de l'état solide à l'état liquide, par exemple, ou l'état liquide à l'état gazeux, la masse, c'est-à-dire qui est liée au nombre de molécules ou atomes, eh bien le nombre ne change pas. Donc la masse ne change pas. Par contre, le volume peut changer. Ensuite, la masse volumique. Tous les liquides n'ont pas la même valeur de masse volumique. Il y a proportionnalité entre masse et volume, c'est-à-dire si on double le volume, ça va peser 2 fois plus lourd. Et puis il y a des formules à connaître, qui sont là, qu'on va voir en détail juste après. Donc 3 formules qui viennent toutes de la même formule. Ok, voilà rapidement la liste des connaissances que vous devez avoir sur ce sujet. Et après il y a des capacités, c'est-à-dire être capable de faire différentes choses. Bon, il y a des choses qui sont expérimentales, donc cette année on ne pourra pas le travailler, mais vous l'avez fait les années passées normalement. Non. Le gros du sujet, ça va être d'utiliser la relation masse égale ρ fois V, qui est là, que je vais expliquer. Hein. C'est surtout ça, utiliser la relation, avec des formules ici. Voilà. Là, c'est le gros du travail en 3e, disons. Hein, tout ce qu'on a fait avant. Aussi, il faut savoir le faire, mais c'est surtout la 3e qui est en lien avec l'exploitation des formules. Un peu comme les calculs qu'on avait pu faire avec la loi d'Ohm, hein, vous vous rappelez, U égale R fois I, avec le calcul de la vitesse qui est égale à la distance parcourue divisée par le temps, la puissance électrique,
P égale U fois I, tension fois intensité. L'énergie électrique, puissance fois temps, hein, E égale P fois T. Voilà, toutes ces formules-là, elles donnent lieu à des calculs de la même sorte que ceux qu'on peut faire à partir de la formule M égale ρ fois V, par exemple. Ρ étant la masse volumique, c'est-à-dire la masse de 1 cm3 de matière. On va regarder tout de suite le cours. Voilà, le cours. On va grandir un petit peu. Bon, donc dans ce cours que vous avez en lien et que vous avez sur des feuilles à mettre dans votre classeur, hein, je commence par des exemples en fait. Hein. Voilà, par exemple, ce qu'on avait fait en 5e, c'est que on peut mesurer la masse de la pomme de terre, par exemple 48 grammes, on peut mesurer son volume, la place qu'elle prend, 44 cm3, et puis pour trouver la masse de 1 cm3, on va diviser la masse, 48 grammes, par le volume, 44 cm3, et là par exemple on trouve environ 1,1 g. Ça veut dire que pour une pomme de terre, eh bien 1 cm3 de pomme de terre pèse 1,1 g. Et la masse, quand on y pèse, ça correspond à la masse, hein, faut pas dire poids. La masse de 1 cm3, c'est ça qu'on appelle la masse volumique. Ça veut dire que finalement masse volumique, ça veut dire masse d'un volume unitaire. Donc masse de 1 cm3 ou bien de 1 litre, hein, ou de 1 mètre cube, enfin bref, c'est toujours de 1, hein, de 1 quelque chose. C'est la masse d'une unité. Et on peut après, grâce à ça, comparer les substances entre elles. On peut voir différentes masses volumiques pour différentes substances. Il y en a qui sont plus lourdes, mais pour le même volume. Il faut toujours comparer le volume pour pouvoir donner une comparaison. Il faut que le volume soit le même. Sinon, la comparaison n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, ça va? Ok. Alors, on continue. Bon, donc j'ai mis quelques exemples ici. Le premier exemple, c'est comment on peut s'en servir. Une fois qu'on connaît la masse volumique, par exemple pour une pomme de terre, 1,1 g pour 1 cm3. Si on connaît le volume, c'est-à-dire combien on en a, quoi, 158 cm3 par exemple là, ben, si on multiplie l'un par l'autre, on va dire ça devrait peser 174 grammes. Et du coup, ça nous donne une première formule qui dit que la masse, c'est la masse volumique fois le volume à retenir, hein, fois volume. La masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et la formule s'écrit M égale ρ. Ρ, c'est une lettre grecque comme ça qui ressemble à un P un peu arrondi. Ρ fois V. Alors des exemples, pour l'eau, ben, 1 litre d'eau pèse 1 kg, donc ça fait 1 g par centimètre cube. 1 litre d'huile est un peu plus léger, il pèse que 800 grammes, donc 0,8. 1 litre d'air, beaucoup plus léger, hein, 0,0012 grammes. Le fer, plus lourd. Hein, voilà. Donc ça permet de comparer les substances entre elles et éventuellement identifier une substance. Juste en mesurant sa masse volumique, c'est-à-dire en mesurant la masse et le volume, et ensuite en divisant la masse par le volume. Puisque pour trouver la masse volumique, ρ, eh bien, il suffit de diviser la masse qu'on a mesurée par le volume. On a déjà les deux premières formules qui apparaissent. Ok, ça va toujours? Bon, il y a une vidéo d'explication. Donc la vidéo, bien sûr, si vous avez le papier, vous ne pouvez pas la voir. Mais par contre, en prenant le lien sur Pronote, si vous cliquez là, vous avez une vidéo qui dure 9 minutes, presque 10 minutes, hein, d'explication sur la masse volumique. Alors, on va revenir à des questions un peu mathématiques. C'est-à-dire que là, j'ai écrit la formule de base, hein, pour la masse volumique. La masse... Pardon. Oui. Le calcul de la masse à partir de la masse volumique et du volume. M égale ρ fois V. Et vous vous rappelez qu'on peut utiliser ce triangle qui est sur la droite. On va mettre en bas du triangle ρ et V.
et m au-dessus. Et grâce à ce triangle, on pourra trouver toutes les autres formules. Par exemple, si on a besoin de ρ, on va dire c'est m divisé par v, m sur v. Si on a besoin de v, on va dire c'est m sur ρ. On divise. C'est une petite astuce ça, qui est assez pratique quand on se rappelle pas trop ou qu'on n'est pas hyper expert en transformation de formules mathématiques. Voilà. Donc le petit triangle là à utiliser, je dirais, sans modération. Bon, alors, la calcul de la masse volumique, c'est expliqué ici. Les unités qu'on utilise sont expliquées. Comment faire en pratique, donc là, j'ai rappelé comment on faisait avec la, la pomme de terre pour connaître le volume d'un objet. Vous voyez qu'on met de l'eau et puis on regarde combien le niveau de l'eau augmente quand on met l'objet. Et du coup, en faisant une soustraction de niveau d'eau, on peut trouver le volume de l'objet. Une autre façon, c'est de calculer le volume à condition d'avoir une forme mathématique, un cylindre par exemple. Ici, vous avez des petits résumés. S'il fallait écrire quelque chose à la main, on en parlait tout à l'heure avec Léna, entre autres, c'est ça qu'on pourrait écrire. Voilà, les 3 niveaux concernant la masse volumique. Celui de gauche, c'est le niveau de 5e. Celui du milieu, on va dire, c'est le niveau 4e. Et niveau 3e, les 2 premiers, plus ce qui est à droite. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez mettre sur une fiche. Après, il y a besoin de tableaux de conversion, parce qu'on est souvent amené à convertir des unités. Donc j'ai mis les tableaux, dans la fiche de cours. Il faut bien se rappeler que quand on a des longueurs, on met une seule colonne par unité. Quand on a des surfaces, on met 2 colonnes par unité. Et quand on a des volumes, on met 3. Voilà, donc il faut arriver à être à l'aise avec ces tableaux. Moi, je continue à m'en servir parfois, parce que parfois, je suis pas tout à fait sûr. Les jours, on est un peu fatigué, comme ça. On sait bien, il faut décaler les virgules de 3 rangs, de 2 rangs, de 1 rang, etc. Mais on peut parfois se tromper. Voilà. Ensuite, pour les maîtres des formules que vous êtes, il y a une fiche de résumé sur les formules, transformation des formules, avec les unités. Voilà. Donc tout ça, c'est les feuilles qui vont être dans votre classeur. Et surtout, soit vous faites des petits résumés, soit vous surlignez, vous entourez sur ces feuilles. Il faut arriver à les faire que ces feuilles, ça devienne vos feuilles. Pour l'instant, c'est les miennes quand je vous les donne. Après, il faut que ça devienne les vôtres. Et pour ça, il faut écrire dessus, je pense. Si vous écrivez pas, c'est pas facile d'arriver à vous les approprier en tant que connaissance et aussi en tant que technique de calcul, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous m'entendez? S'il vous plaît. Ok, ça va. Merci. Bon, alors après, il y a les exercices. Alors là, je vais vous montrer un peu les exercices. Comme je disais, il y a les corrections, donc ça sera facile. L'idée, c'est de regarder d'abord les exercices sans les corrections. Bon, là, j'ai pris les versions avec les corrections. C'est pas forcément la meilleure idée. Bon, alors les 2 premiers, on vous demande de dire comment faire pour mesurer la masse d'un liquide, combien pèse un liquide, voilà. Ou bien mesurer le volume d'un solide. Voilà. Ok, je passe. Voici donc la méthode en utilisant une éprouvette graduée pour mesurer le volume d'un solide grâce à un calcul de soustraction, de différence. Donc il faut compléter la légende en fait. Voilà, là il y a la correction. Ensuite, là on rentre dans un exercice où il faudra calculer la masse d'huile. Ok. En sachant qu'on connaît le volume, on connaît la masse volumique. Et il faut faire attention aux conversions. La correction est là, donc ça ne devrait pas être difficile, mais essayez de le faire sans la correction au départ. C'est ça la bonne façon de faire. Après, vous regardez pour vérifier, ou bien si jamais vous êtes bloqué, vous regardez avant de l'avoir fini. Bon, pareil pour une branche de sapin. Donc là aussi, on a un volume, on a une masse volumique, il faut calculer la masse, et il faut
faut dire que ce morceau de bois flotte ou flotte pas au-dessus de l'eau. Pour ça, il faut comparer la masse volumique du sapin avec la masse volumique de l'eau. Il faut connaître, hein, la masse volumique de l'eau. C'est 1 kg pour 1 litre. Hein. La masse volumique de l'eau, je la réécris. Ça, c'est vraiment à retenir par cœur. Masse volumique de l'eau à retenir. C'est le seul que vous devez vraiment connaître par cœur. Masse volumique de l'eau, c'est 1 kg pour 1 litre. Et comment 1 litre, ça fait 1 décimètre cube, donc ça fait 1 kg pour 1 décimètre cube. Et du coup, quand on fait les conversions, ça fait 1 gramme pour 1 centimètre cube. Voilà, ça, il faut vraiment savoir. Voilà. Ensuite. Donc là, c'est des petits exercices pour se rappeler comment on fait les lectures d'éprouvettes. Il faut faire attention parce qu'un trait sur l'éprouvettes, c'est pas forcément égal à 1. Parfois, c'est 2, parfois, c'est 5. Donc voilà, petit exercice. Conversion d'unité. Donc là, je vous conseille vraiment de prendre le temps de bien faire ça pour être sûr que vous êtes bon en conversion d'unité. Hein, dès cette année, mais aussi l'année prochaine, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous allez être bloqué. Hein. Parce que quand on les formule, il faut déjà mettre toutes les mesures qu'on utilise avec la bonne unité, l'unité de la formule. Après, ça se complique un peu. Alors, donc je vous explique un peu l'idée, mais je vous laisserai chercher. On a une bague qui est formée d'un anneau en or et d'une pierre précieuse. Et on vous donne le volume de l'anneau et on vous donne la masse de la pierre. Et après, on vous pose des questions. On vous demande, calcule la masse de l'anneau seul, calcule la masse totale, calcule le pourcentage de la masse totale de l'anneau vis-à-vis de la bague. Donc voilà. Donc je vous laisserai... Donc là, essayez de réfléchir avant de regarder la correction. Hein, puisque la correction y est aussi. Alors il y en a plusieurs comme ça. Une statuette en bois et en métal. Donc c'est des objets qui sont en plusieurs matériaux. Donc qui ont plusieurs masses volumiques. On calcule un peu. Et puis des billes d'acier. L'acier, il faut savoir que l'acier, c'est du fer mélangé avec du carbone. Hein, du charbon. L'acier, et ça le rend très solide. Très très solide grâce à la présence du carbone. C'est pour ça que l'acier est très solide, parce qu'il y a du carbone à l'intérieur, des atomes de carbone. Voilà. Et ça, c'est la fin de cette série-là. Ensuite, on va fermer cette série. Pas de questions, ça va? Ok. Bon, ensuite, ça se complique un petit peu. Hein, là, on arrive à un niveau... bon, c'est des exercices que parfois je donne en cinquième, donc ils sont quand même pas trop durs. Mais pour les cinquièmes, c'est vraiment difficile. Hein, là. Pour vous, ça doit aller. Je pense. Hein, que ça doit aller pour vous. Alors, un petit peu plus compliqué, avec surtout des lectures à faire de graphiques, hein, pour donner les réponses. Donc on fait un mélange en fait avec 3 liquides. De l'eau, de l'alcool et de l'huile. Et on se rend compte que y a quelque chose qui flotte au-dessus, mais qui se mélange un peu quand même avec ce qui est en dessous. Voilà, disons comme ça. Et donc il va falloir faire une exploitation du graphique afin de trouver des masses volumiques par rapport à la proportion d'alcool. Bon, je vous laisserai regarder ça tranquillement quand vous le ferez. Hein. Donc il y a des questions, là il y a la correction, mais là je passe la correction parce que je préfère que vous cherchiez vous. Les dessins, enfin tout est corrigé. Hein. Et après, dernière chose, là, un problème. Alors un problème, il y a les explications. Le problème, je vous l'explique juste pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est. Hein. Alors c'est Elodie qui a trouvé une balle de fusil, qui est utilisée pour la chasse. Et donc c'est une balle, elle est sphérique, et son grand-père dit, si jamais tu me prouves qu'elle est en plomb, eh ben tu peux la garder.
Alors pour prouver qu'elle est en plomb, on va avoir besoin de certaines données qui sont ici. Alors ça, c'est nouveau un exercice typique du brevet, puisqu'au brevet, on va vous donner des informations et grâce à vos connaissances et surtout savoir-faire, donc être capable de faire des choses, vous allez pouvoir trouver les réponses. Voilà. Donc ça, j'en dis pas plus, hein, puisque ce serait le but de votre travail. Ensuite, j'ai rajouté pour les troisièmes des choses qu'on ne fait pas avant, c'est des calculs de volume. Donc la formule pour calculer le volume, je l'écris en bas à droite pour que ça rentre bien dans votre tête. La formule pour calculer le volume, vous voyez, vous avez la masse qui est la masse volumique fois le volume. Bon, ça il faut retenir. Pour calculer la masse volumique, on a vu, on mesure la masse et on divise par le volume. Ok. Maintenant, si on veut trouver le volume de quelque chose dont on connaît la masse volumique et la masse, et bien vous voyez que là, à partir de cette formule là, on va pouvoir dire que le volume c'est la masse divisée par la masse volumique. Alors comment je fais moi? Alors bien sûr on peut utiliser le triangle, hein, je vous le remets le triangle comme ça pour que vous puissiez prendre un peu l'habitude. Donc le triangle c'est la masse volumique fois le volume. Si je cherche le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Ok. Moi je fais pas comme ça, moi je prends la formule de départ qui est là et je cherche à isoler le volume. Pour isoler le volume, il faut que je divise par ρ ici et ici. Donc ça fait m sur ρ qu'on retrouve là. Et ρ sur ρ ça fait 1. Du coup ça permet de isoler V. Ça c'est ce qu'on apprend quand on apprend à résoudre des équations en maths. Voilà. Donc ici il y a deux sujets avec les volumes. C'est un à propos du mercure qui est un métal liquide et un autre à propos de l'or qui est un métal précieux. Hein. Et donc on vous demande de faire des calculs de volume. Voilà donc pour ce sujet. On va enlever cet exercice. Hop. On va revenir à notre programme pour la visio. Donc on a donné les explications sur la masse volumique. Il y a la fiche d'attendu, la fiche de cours. On a présenté les exercices. Et du coup, on a fini ce qui était prévu. Maintenant, je voudrais, pour terminer la séance, d'ailleurs on arrive à 17h, hein, j'aimerais votre avis. Donc je vais reposer un petit peu la question que je posais au début. Cette explication que je viens de faire, donc si vous voulez bien mettre vos micros pour me donner votre avis, ce serait parfait. Hein. Je pourrais donc la faire en dehors d'une visio. Je pourrais très bien expliquer ça, peut-être même par petits bouts, faire plusieurs petites vidéos qui expliquent exactement les mêmes choses. Hein, ce que je viens de faire là. Puisque là, finalement, vous n'avez pas eu besoin de me poser des questions. Donc c'était bien, moi j'étais content d'être là avec vous. Par contre, peut-être que les questions, vous auriez plus besoin de me les poser en faisant les exercices. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez alors? Puisqu'on avait parlé de ça tout au début, Alicia était là d'ailleurs, et Léna aussi. Vas-y Léna. Mais moi, juste par exemple, quand on va pas au visio, je pense que ce serait plus pratique si c'est possible, de découper un peu la vidéo parce que, il y a des parties par exemple moi que je comprends très bien et du coup après, je dois quand même regarder parce que je sais pas où aller pour la partie que j'arrive pas, par exemple. Ouais. Très super, hein, Léna, parce que effectivement, juste avant que tu prennes la parole, je disais que je pourrais préparer des vidéos dans lesquelles il y aurait exactement la même chose que ce que je viens de dire. Simplement, je disais déjà, et toi tu me confirmes que c'est important, je pourrais faire plusieurs vidéos en fait, au lieu d'en faire une seule. Et ce qui vous permettrait, vous, de regarder juste ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous pouvez faire des arrêts sur image, revenir en arrière, etc. pour être bien sûr. Alors ce que je fais depuis quelques temps, c'est que dans YouTube, on peut mettre une sorte de table des matières avec à quel instant commence tel sujet dans une vidéo. Mais je pense que mon idée, ça serait plutôt de préparer ça avant les visios. Comme ça, vous pouvez le regarder ce que vous avez envie de regarder.
plus court, parce que là ça prend 1 heure, hein, la visio qu'on vient de faire, plus court, des bouts de visio qui dépassent pas 5-6 minutes comme ça, et ça vous permet de vous centrer vraiment sur le sujet qui vous est utile. Et du coup, si ça vous paraît une bonne idée, j'ai envie de proposer pour la suite, à partir de la semaine prochaine, moi, je prépare les vidéos, je vous les mets à disposition par lien dans Pronote. Et puis ensuite, on dit, bah tiens, pendant la visio, on fait les exercices. C'est-à-dire, vous cherchez vos exos, éventuellement vous regardez la vidéo. Moi, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire comme ça. Hein, j'ai envie de changer. Et peut-être que ça donnera envie à d'autres de venir aussi, qui pourraient se dire, bah tiens, pendant ce temps-là, par exemple, là, c'est le mercredi, c'est de 16 à 17, et le jeudi de 18 à 19. Pendant ce temps-là, je fais mes exercices, et le prof est là, et il m'aide si j'ai besoin. Voilà. Donc je te remercie pour ton avis. Je te remercie pour me donner, disons, l'impulsion pour faire comme ça. Hein. Parce que je pensais à ça comme ça, et puis comme disiez-vous, ce qui vous convient, c'est vraiment important pour moi. Hein. Donc merci Léna. Et puis merci aussi Alicia et Sophia qui étaient là hein, pour écouter. Si vous voulez donner votre avis, c'est bien sûr possible aussi. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne... Oui, Alicia? Non, pardon, oui? Vas-y. De rien. Ok, merci. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, hein, puis à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.